Sofia est l'incarnation ultime de la solitude au sommet du pouvoir. Elle a perdu tout ce qui lui appartenait véritablement, sa patrie grecque, sa famille de naissance et l'amour de son mari. Elle a consacré l'intégralité de sa vie à sécuriser un trône pour une nation étrangère, pour n'être récompensée que par la trahison la plus cruelle venant de l'homme même qu'elle avait servi avec une loyauté absolue. Forcée d'endurer l'humiliation des rumeurs entourant les 5000 maîtresses supposées du roi Juan Carlos, elle a ravalé ses larmes et brandi son silence digne comme une arme afin de protéger la couronne pour son fils, Felipe. Son histoire est celle d'une femme parfaite, enfermée dans la cage dorée qu'elle a elle-même passé sa vie à polir. Elle est née princesse Sophia de Grèce et de Danemark le 2 novembre 1938 dans une villa à Athènes. Son père était le prince Paul, frère du roi de Grèce. Sa mère était la redoutable et inflexible princesse Frédérica de Hanovre. Mais ce début n'avait rien d'un conte de fées. L'Europe vacillait au bord de la Seconde Guerre mondiale et la monarchie grecque était une institution fragile, installée sur un trône qui tremblait au moindre séisme politique. Sofia n'était encore qu'un tout petit lorsque les forces fascistes italiennes, puis les nazis, envahirent la Grèce. Ce qui suivit ne fut pas une procession royale, mais une fuite désespérée et terrifiante pour survivre. La famille dut évacuer le palais en hâte, entassant leur vie dans quelques malles. Ils s'enfuirent d'abord vers l'île de Crète, mais les parachutistes allemands étaient déjà proches. Imaginez une fillette de 2 ans portée dans les bras de sa mère, courant à travers des oliveraies, tandis que les bombardiers en piqué Stuka hurlèrent dans le ciel. Finalement, la famille fut évacuée par un destroyer britannique, blotti sous le pont, écoutant les explosions qui ravageaient leur patrie. Ils devinrent des réfugiés. Pendant les 5 années suivantes, ils menèrent une existence nomade, des royaux avec des valises. Ils passèrent de l'Égypte à l'Afrique du Sud, dépendant de la charité d'autres gouvernements, vivant dans des maisons prêtées, portant des vêtements raccommodés. Ce fut durant ces années formatrices en Afrique du Sud que la jeune Sofia apprit sa première leçon, et la plus durable. La sécurité est une illusion. Elle vit ses parents dépouillés de leurs palais et de leurs serviteurs, réduits à des réfugiés anxieux attendant des nouvelles du front. Elle comprit qu'un titre ne signifie rien si l'on n'a pas de foyer. Ce traumatisme instilla en elle un besoin profond, presque désespéré, de stabilité. Elle devint une enfant silencieuse et observatrice, en contraste marqué avec son frère cadet Constantine, plus exubérant. Elle apprit à se faire discrète, à être utile, à ne jamais être un poids. Lorsque la guerre prit fin et que la famille retourna enfin à Athènes en 1946, ce ne fut pas la paix qui les attendait. La Grèce sombrait dans une violente guerre civile. Les communistes combattaient pour abolir la monarchie. Les rues d'Athènes étaient dangereuses. Sofia grandit dans un palais qui ressemblait davantage à un bunker. Sa mère, la reine Frédérica, était une figure polarisante, brillante, interventionniste, farouchement ambitieuse. Frédérica dominait la famille et inculqua à sa fille timide et sensible une philosophie précise. Les sentiments sont pour les gens ordinaires. Les membres de la royauté ont des devoirs. Sofia fut envoyée au pensionnat isolé de Salem en Allemagne, dirigé par son oncle. C'était une institution spartiate et rigoureuse, inspirée de la philosophie éducative de Kurt Hahn, le même homme qui inspira l'école brutale Gordonstoun du prince Philippe. Là-bas, la princesse ne portait pas de diadème. Elle nettoyait les sols, elle brisait la glace dans les bassines le matin, elle apprenait à s'occuper des autres, étudiant la puériculture et les soins infirmiers. On la façonnait non seulement en royale, mais en servante de l'État. Elle était intelligente, introspective, profondément seule. Oui, elle était princesse, mais elle était aussi un pion en attente d'être déplacée sur le grand échiquier européen, et la main qui déplaçait les pièces était celle de sa mère, la reine Frédérica, qui n'avait qu'une ambition, trouver à sa fille un roi. Nous sommes en 1954. La reine Frédérica, inquiète de la diminution des prétendants royaux éligibles dans une Europe d'après-guerre devenue rapidement républicaine, eut un coup de génie. Elle organisa une croisière à bord du luxueux paquebot Agamemnon. Elle invita la jeune génération de toutes les maisons royales d'Europe, les Bourbons, les Habsbourg, les Bade, les Hanovre. On appela cela la croisière des rois. La presse la surnomma un marché matrimonial flottant. Sur ce bateau, entre les îles grecques baignées de soleil et les flûtes de champagne, la timide et sérieuse Sofia, âgée de 15 ans, croisa la route d'un garçon grand et jovial de 16 ans, nommé Juan Carlos. Il était l'infant Juan Carlos d'Espagne. Beau, athlétique, doté d'un rire tonitruant qui mettait tout le monde à l'aise.
Il était l'âme de la fête, le charmeur, le plaisantin. Mais comme Sofia, il était un prince sans trône. Son grand-père, le roi Alphonse XIII, avait été exilé d'Espagne en 1931. L'Espagne était désormais sous la férule du général Francisco Franco, dictateur fasciste peu favorable à la monarchie libérale. Juan Carlos vivait dans un étrange entre-deux, né à Rome, vivant au Portugal, mais éduqué en Espagne sous l'œil vigilant et calculateur de Franco. Il était en quelque sorte un otage politique, façonné par un dictateur qui déciderait peut-être un jour de faire de lui un roi. Sur cette croisière, il n'y eut pas d'étincelle, pas encore. Juan Carlos était trop bruyant, trop immature pour l'intellectuelle Sofia, et Sofia était peut-être trop sérieuse, trop grecque pour l'Espagnol insouciant. Il admit plus tard l'avoir trouvée d'une intelligence intimidante. Il faudrait encore 7 ans pour que leurs chemins convergent véritablement. Ils se retrouvèrent en 1961 au mariage du duc de Kent à Londres. Cette fois, ils n'étaient pas plus des adolescents observés par leurs mères ambitieuses sur un bateau de croisière. Ils avaient grandi. Le monde autour d'eux avait changé, et eux aussi. Sofia avait fleuri. Elle avait coupé ses cheveux, affiné son style, gagné en assurance. Elle portait désormais cette élégance silencieuse qui n'a pas besoin de se prouver. Elle avait représenté la Grèce aux Jeux olympiques de Rome en 1960 dans l'épreuve de voile. Elle n'était pas seulement une princesse décorative, elle était disciplinée, cultivée, solide. Juan Carlos, lui, était fatigué d'être un pion. Coincé entre son père autoritaire, le comte de Barcelone, exilé au Portugal, et Franco à Madrid, il vivait sous pression constante. Franco l'élevait comme un héritier possible, mais sans garantie. Chaque geste était observé, chaque parole analysée. Il n'était ni roi ni libre, il avait besoin d'une alliée. Quand il regarda Sofia cette fois-ci, il ne vit plus une adolescente intimidante. Il vit une femme capable de comprendre le poids d'un exil royal. Il vit la stabilité, il vit la loyauté. Il vit une princesse dont le pedigree était incontestable aux yeux du monde et que Franco ne pourrait pas ignorer. Ils commencèrent à se fréquenter. Ce ne fut pas une romance flamboyante de lettres passionnées et de déclarations sous la lune. Ce fut une romance de compréhension mutuelle. Ils marchaient dans les jardins du Claridge's à Londres. Ils parlaient en anglais, seule langue qu'ils partageaient parfaitement. Ils parlaient de devoirs, de dynastie, d'attente. Quelques mois plus tard, Juan Carlos demanda Sofia en mariage. La légende raconte qu'il lança la boîte de la bague à travers une chambre d'hôtel à Lausanne en criant « Sophie, attrape !» C'était joueur, charmant, un peu irrévérencieux. Et Sofia attrapa la bague. Mais elle n'attrapait pas seulement un diamant. Elle attrapait un destin qui exigerait tout. Le mariage eut lieu à Athènes le 14 mai 1962. Ce fut l'un des derniers grands rassemblements de l'ancienne royauté européenne. Une cérémonie massive, fastueuse, éclatante. Mais même ce jour-là, les fissures étaient visibles. Il y eut d'abord la question de la religion. Sofia était orthodoxe grecque. Juan Carlos était catholique. Les négociations furent tendues. Finalement, ils durent célébrer 3 cérémonies dans la même journée. Une catholique, une orthodoxe et une civile. Ce fut le premier grand sacrifice de Sofia. Pour épouser Juan Carlos, elle accepta de se convertir au catholicisme romain. Ce n'était pas un détail administratif. Sa foi orthodoxe était le noyau de son identité. C'était l'ancre spirituelle qui l'avait maintenue durant la guerre et l'exil. Y renoncer était une amputation intérieure. Elle le fit sans protester. Puis il y eut la question de son nom. En Grèce, elle était Sophia avec un PH. En Espagne, elle devint Sofia avec un F. Elle devait apprendre le castillan depuis le début. Elle devait effacer progressivement les angles grecs de son identité pour devenir la future reine espagnole acceptable. Le jour du mariage, il pleuvait. En Grèce, la pluie lors d'un mariage est un signe de fertilité et de chance. Mais tandis que la calèche traversait les rues d'Athènes, emportant Sofia loin de son foyer, vers une Espagne incertaine, le poids de l'abandon devait être immense. Sa mère, la reine Frédérica, lui aurait murmuré avant le départ « Une princesse ne pleure jamais en public, une reine ne se plaint jamais ». Sofia gardera ces mots comme un bouclier pendant toute sa vie. Si elle pensait que le mariage lui apporterait la liberté, elle se trompait. Le jeune couple ne s'installa pas dans un grand palais madrilène. Ils furent logés à la Zarzuela, un pavillon de chasse modeste, froid, entouré de terrains secs à la périphérie de Madrid. Ils entrèrent dans la tanière du lion. Franco était toujours le maître absolu de l'Espagne, vieillissant, méfiant, profondément conservateur.
Il voyait Juan Carlos comme un outil. Il voyait Sofia avec suspicion, étrangère, grecque, intellectuelle. De 1962 à 1975, Sofia vécut sur un fil. Le titre de prince et princesse d'Espagne avait été inventé par Franco pour éviter de leur accorder les honneurs complets des Bourbons. Ils n'avaient aucun pouvoir réel. Ils étaient surveillés. Les téléphones étaient probablement écoutés, les invités filtrés, une existence suffocante, mais c'est là que la stratégie de Sofia se révéla. Tandis que Juan Carlos s'irritait du contrôle de Franco, oscillant entre frustration et colère, Sofia comprit qu'il fallait jouer le long terme. Elle devint irréprochable. Elle parcourut l'Espagne rurale des années 60, visitant hôpitaux, écoles, couvents. Elle gagna l'aristocratie espagnole non par charme flamboyant, mais par discipline et travail. Elle donna naissance aux héritiers, l'infante Elena en 1963, l'infante Cristina en 1965, puis l'héritier tant attendu, le prince Felipe, en 1968. Avec la naissance d'un fils, sa position fut consolidée. Elle avait accompli son devoir. Mais derrière les murs de la Zarzuela, le silence grandissait. Juan Carlos était énergique, physique, amateur de vitesse, de chasse, de femmes. Sofia détourna d'abord le regard. Elle se concentra sur les enfants, sur la mission, sur la couronne à sécuriser. Ils devinrent partenaires politiques. Mais l'intimité s'effritait. Il y eut des rumeurs de sorties nocturnes, des disparitions à moto sans escorte, des murmures d'actrices et d'aristocrates. Sofia s'enferma davantage dans son monde intérieur. Elle ne pouvait se confier à personne. Se plaindre aurait mis en danger la succession. Un scandale aurait donné à Franco une excuse pour choisir un autre héritier. Alors elle ravala sa douleur. Elle la transforma en discipline. Puis vint le 20 novembre 1975. Franco mourut. 2 jours plus tard, Juan Carlos fut proclamé roi d'Espagne. Dans les cortes, l'atmosphère était électrique. Le pays était une poudrière. Sofia était assise, vêtue d'un rose fuchsia éclatant, observant son mari prêter serment. Elle avait sacrifié sa foi, sa langue, sa jeunesse pour ce moment. Elle était désormais reine Sofia d'Espagne. Mais elle ignorait encore que le vrai test de sa vie ne commencerait qu'après la couronne. Lorsque la couronne fut enfin posée sur leur tête en 1975, le monde s'attendait à un conte de fées moderne. L'Espagne sortait de 40 années de dictature. Le pays respirait pour la première fois depuis une génération entière. Juan Carlos et Sofia incarnaient un nouveau départ. Jeunes, élégants, photographiés sous tous les angles, ils semblaient former un duo solide, complice, presque romantique. Pour le peuple espagnol, ils étaient l'équipe de la transition. Mais à l'intérieur des murs de la Zarzuela, l'équilibre commençait à se fissurer. Leur ennemi commun, Franco, n'était plus là pour les souder dans la survie. La discipline imposée par la peur avait disparu. Juan Carlos n'était plus un prince surveillé. Il était roi, et un roi libre peut devenir dangereux. Libéré du regard du dictateur, Juan Carlos chercha à rattraper les années perdues. Il plongea dans une vie faite de voyages, de chasse, de plaisirs privés. La retenue qu'il avait été contraint d'adopter pendant 13 ans s'effondra brutalement. Sofia, elle, croyait peut-être qu'avec la liberté viendrait enfin l'harmonie. Elle se trompait. Sentant la distance grandir, elle tenta un geste romantique. Juan Carlos était officiellement en partie de chasse près de Tolède. Une région rude, isolée, idéale pour l'intimité. Sofia décida de lui faire une surprise. Elle prit ses enfants avec elle, imaginant un week-end familial chaleureux, une reconnexion. Elle traversa la campagne espagnole avec l'espoir que les épreuves traversées ensemble avaient forgé un lien indestructible. À son arrivée, les domestiques furent nerveux. Ils tentèrent de la retarder. Mais Sofia était reine désormais. Elle entra. Elle trouva son mari. Mais il n'était pas seul. La trahison ne résidait pas seulement dans l'acte. Elle résidait dans la banalité, dans le fait que cela semblait routinier, normalisé. Pour la première fois, Sofia explosa. Une colère grecque, rare, puissante, longtemps contenue. Elle prit ses enfants et quitta l'Espagne. Pas simplement Madrid. Elle quitta le pays. Elle s'envola pour l'Inde, où sa mère, l'ex-reine Frédérica, séjournait. À Madras, elle arriva brisée, décidée à divorcer. Elle en avait assez des mensonges, assez des chasses qui n'étaient que des couvertures, assez de l'humiliation. Mais en Inde, le mur du devoir royal se referma brutalement. Sa mère ne lui offrit pas une épaule. Elle lui offrit un ultimatum froid. « Ne fais pas cela,
Une princesse ne part jamais. Si tu divorces, tu ne seras rien. Il gardera ton fils. L'Espagne t'oubliera. Ton devoir est de rester. Ton devoir est d'être reine. » Les mots étaient cruels, mais exacts. Sofia comprit qu'elle était piégée. Son identité, l'avenir de ses enfants, toute sa vie était liée à cet homme qui l'avait trahie. Alors elle sécha ses larmes. Elle rentra à Madrid. Mais la femme qui franchit à nouveau les portes de la Zarzuela n'était plus la même. Elle enterra l'épouse romantique. À partir de ce jour, elle serait reine consort, partenaire institutionnel, soutien officiel, mais jamais plus amante vulnérable. Si le mariage était mort émotionnellement, il allait être renforcé politiquement. Le test ultime arriva le 23 février 1981, le fameux 23F. L'Espagne démocratique était encore fragile, l'économie vacillait, les généraux nostalgiques de Franco murmuraient. Ce jour-là, le lieutenant-colonel Antonio Tejero fit irruption dans le Parlement, arme au poing, tirant au plafond et prenant le gouvernement en otage. Des chars sortirent dans les rues de Valence. Le pays retint son souffle. À la Zarzuela, la tension était suffocante, les lignes téléphoniques saturées, les conseillers paniqués. Juan Carlos, en uniforme de capitaine général, était le seul rempart contre un retour à la dictature. Et à ses côtés, pendant toute cette nuit interminable, se trouvait Sofia. Pendant que le roi appelait les généraux un par un pour exiger leur loyauté, Sofia maintenait l'ordre au palais. Elle demanda que la routine soit respectée. Elle calma ses enfants, qui demandaient s'ils devraient fuir le pays, comme elle l'avait fait enfant. Elle fut le centre calme de la tempête. À 1h14 du matin, Juan Carlos apparut à la télévision, affirmant son soutien à la Constitution. Le coup d'État s'effondra. Le roi devint héros mondial. Mais en privé, il reconnut le rôle crucial de sa femme. Il aurait confié « Je n'aurais pas pu le faire sans elle ». Pour un bref instant, ils furent à nouveau partenaires. Mais l'adrénaline retomba, et les anciennes habitudes revinrent. Les escapades, les silences, les humiliations. Dans les années 80, un nouvel équilibre s'installa, un accord tacite. Ils vivraient sous le même toit, mais séparément. La Zarzuela fut divisée en deux mondes. L'aile du roi, animée, entourée d'amis riches et flatteurs. L'aile de la reine, silencieuse, remplie de livres, de musique classique, dansant. Sofia construisit une vie qui ne dépendait plus de lui. Elle perfectionna ce que l'on appellerait plus tard le sourire Sofia. Un sourire suffisamment chaleureux pour réconforter, suffisamment poli pour accueillir, mais suffisamment opaque pour cacher une solitude totale. Madrid murmurait. Les maîtresses n'étaient plus des secrets. Elles étaient des évidences, et pourtant, elle ne céda jamais. Jamais une plainte publique. Jamais un éclat. Elle protégeait la couronne. Encore et toujours. Au fil des années 1990, la monarchie espagnole atteignit un sommet de popularité. L'Espagne était moderne, confiante, tournée vers l'Europe. Les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, l'exposition universelle de Séville, l'entrée pleine et entière dans la dynamique européenne. Tout semblait confirmer que la transition démocratique avait été un succès. Juan Carlos était salué comme l'architecte de cette stabilité. Sofia, elle, demeurait dans l'ombre lumineuse de cette réussite. Chaque été, la famille royale s'installait au palais de Marivan, à Majorque. Ces mois d'août devinrent une mise en scène parfaitement orchestrée. Les magazines publiaient des photos soigneusement composées, le roi au gouvernail de son yacht, la reine élégante sous le soleil méditerranéen, les trois enfants blonds souriant à la caméra. Ils semblaient être une famille idéale, mais les apparences demandaient un effort colossal. Sofia comprenait une chose essentielle. Une monarchie ne survit que si elle est aimée. Et rien n'est plus rassurant pour un peuple qu'une famille unie. Elle organisait les séances photos. Elle veillait à ce que l'image projetée soit celle d'une harmonie naturelle. Pourtant, derrière les sourires, la distance était devenue structurelle. Juan Carlos arrivait parfois en retard à Majorque. Il repartait plus tôt que prévu. Des engagements privés l'attendaient ailleurs, des voyages discrets, des compagnies choisies. Sofia restait sur le quai, saluant les photographes, tenant l'illusion. Majorque était pourtant l'un des rares endroits où elle se sentait proche de son enfance grecque. La mer bleue, les pins, la lumière méditerranéenne. Cela lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Mais même ce refuge était contaminé par l'ombre des trahisons. À la Zarzuela, les maîtresses n'étaient plus des rumeurs vagues. Elles étaient des présences persistantes dans les cercles madrilènes.
On chuchotait des noms lors des dîners mondains, on murmurait des anecdotes. Sofia savait. Elle savait qui souriait devant elle tout en facilitant les escapades du roi. Elle savait que certains amis proches de Juan Carlos organisaient les rencontres, couvraient les traces, entretenaient le système. Et pourtant, elle ne réagit pas publiquement. Elle perfectionna l'art de la dissociation. Lors des dîners d'État, elle riait aux plaisanteries du roi. Elle ajustait sa cravate. Elle incarnait la loyauté. En privé, elle vivait dans une solitude glaciale. Son véritable refuge devint son fils, le prince Felipe. Elle transféra sur lui toute son énergie émotionnelle. Si Juan Carlos était charismatique mais imprévisible, Sofia voulait que Felipe soit discipliné, respectueux, stable. Elle parlait anglais avec lui, créant une langue intime que le roi ne maîtrisait pas toujours. Elle lui inculqua la rigueur. Elle lui transmit l'idée que la monarchie est un service, non un privilège. Dans ce rôle de mère, elle trouva un sens. Mais les années 2000 allaient ébranler ce fragile équilibre. Le nom de Marta Gaia circula dans la haute société. Contrairement aux autres, elle n'était pas une aventure passagère. Elle était une relation durable. On murmurait que le roi était amoureux. Il passait davantage de temps hors du palais. Des voyages en Suisse, des escapades discrètes. Pour Sofia, la douleur changea de nature. Une aventure est une humiliation. Une relation parallèle est une menace existentielle. Des rumeurs évoquèrent même l'idée d'un divorce. Certains ministres, paniqués par l'impact potentiel sur l'institution, auraient tenté de dissuader le roi. La table familiale à la Zarzuela devint silencieuse. Les déjeuners dominicaux furent moins fréquents. Sofia cessa d'être une épouse. Elle devint une collègue institutionnelle. Heureusement, elle n'était pas seule. Sa sœur, la princesse Irène de Grèce, s'installa durablement à la Zarzuela. Irène ne se maria jamais. Elle devint l'ombre bienveillante de Sofia. Les deux sœurs parlaient grec, anglais, allemand. Elles formaient une bulle dans un palais parfois hostile. Irène fut la seule témoin des larmes derrière les portes fermées. Mais pendant que la vie conjugale s'effritait, une nouvelle crise approchait. L'infante Cristina, seconde fille de Sofia, avait épousé Iñaki Urdangarin, ancien joueur olympique de handball. Beau, charismatique, populaire. Il semblait parfait. Puis vint le scandale. L'affaire Nous éclata. Des millions d'euros de fonds publics auraient été détournés via une fondation dirigée par Iñaki. Les enquêtes s'accumulèrent, les preuves émergèrent. Le gendre du roi était accusé de corruption. Pour Sofia, ce fut un coup terrible. Elle croyait en l'innocence de sa fille et de son mari bien après que l'opinion publique eut basculé. Elle tenta de jouer les médiatrices, de préserver l'unité familiale. Mais Juan Carlos, sentant le danger pour la couronne, voulait couper les liens. Felipe, héritier, comprenait que la survie de l'institution passait par une rupture claire. Le palais devint un champ de bataille silencieux. D'un côté, le roi et le prince héritier, prêts à exiler Cristina pour sauver la monarchie. De l'autre, Sofia, mère avant tout, refusant d'abandonner sa fille. Les déjeuners familiaux furent annulés, les regards évités, les conversations réduites au strict minimum. Sofia se retrouva dans une position impossible. Consoler une fille menacée de prison tout en apparaissant aux côtés d'un mari qui prenait publiquement ses distances. Sa solitude ne concernait plus seulement son mariage, elle concernait sa maternité. Puis vint la crise économique de 2008. L'Espagne s'enfonça dans la récession. Le chômage dépassa 20%, celui des jeunes 50%. Les expulsions se multiplièrent. La colère sociale monta. Et pendant ce temps, les révélations sur les finances opaques du roi commencèrent à circuler. Juan Carlos, vieillissant, subissait opération après opération. Hanches, genoux, poumons. Il apparaissait fragile, appuyé sur une canne. Sofia l'accompagnait à l'hôpital, souriante devant les caméras. Mais quelque chose avait changé. Les journalistes remarquèrent qu'elle restait peu de temps, qu'il n'y avait plus de regards échangés, plus de gestes de tendresse. Le pays souffrait. Et le roi semblait déconnecté. Sofia voyait le danger. Elle lisait la presse. Elle percevait le basculement de l'opinion publique. Elle aurait tenté de l'avertir, de lui demander plus de discrétion. Il ne l'écouta pas. Il croyait que son rôle lors du coup d'État de 1981 le protégeait à jamais. Il avait tort. En avril 2012, il décida de partir en voyage au Botswana pour chasser l'éléphant. Il ne prit pas sa femme. Il prit Corina. Et ce voyage allait changer l'histoire. Le printemps 2012 approchait et l'Espagne était à genoux.
La crise économique frappait de plein fouet. Des familles perdaient leur maison. Le chômage explosait. La colère sociale montait dans les rues de Madrid, de Barcelone, de Séville. Les indignés occupèrent les places publiques, et pendant ce temps, le roi d'Espagne disparaissait. Le palais annonça qu'il s'agissait d'un voyage privé. La vérité était bien plus dévastatrice. Juan Carlos se trouvait au Botswana, dans un campement de luxe, pour une chasse à l'éléphant coûtant des dizaines de milliers d'euros par jour. Le voyage aurait été financé par un intermédiaire étranger lié à des intérêts saoudiens. Et il n'était pas seul. Il était avec Corinna zu Sein-Wittgenstein. Corinna n'était pas une maîtresse discrète. Elle était présente dans les cercles diplomatiques, apparaissait sur des vols officiels, organisait des voyages. Elle avait progressivement franchi la frontière entre liaison privée et présence quasi-institutionnelle. À Madrid, Sofia célébrait Pâques orthodoxe en Grèce avec ses frères et sœurs. Puis la nouvelle tomba. Au milieu de la nuit africaine, le roi chuta. Il se fractura la hanche. Il dut être évacué d'urgence vers Madrid. Lorsque l'avion médical atterrit, il ne transportait pas seulement un homme blessé. Il transportait l'effondrement d'un mythe. La presse espagnole, longtemps protectrice, changea de ton. Les photographies d'anciennes chasses refirent surface, le roi posant devant des éléphants abattus. Les questions fusèrent. Qui avait payé? Pourquoi maintenant? Qui était cette femme blonde présente sur place? Sofia rentra en Espagne, mais elle ne se précipita pas à l'hôpital. Elle attendit 3 jours. Ce geste silencieux fut interprété comme un message. Lorsqu'elle entra enfin à l'hôpital San José, elle portait un blazer structuré, son sourire impénétrable, sa posture impeccable. Elle traversa la foule de caméras sans hésitation. La visite dura à peine 20 minutes. À la sortie, elle déclara simplement « Il va très bien, il a hâte de sortir ». La phrase était parfaite, polie, distante. Le lendemain, Juan Carlos apparut face aux caméras, appuyé sur des béquilles. « Je suis très désolé, je me suis trompé, cela ne se reproduira pas. » C'était une excuse historique, mais elle était adressée au peuple, pas à sa femme. À partir de ce moment, le déclin fut irréversible. La popularité du roi s'effondra, l'affaire No s'avançait. L'infante Cristina fut convoquée par la justice. Première fois qu'un membre direct de la famille royale s'asseyait sur le banc des accusés. Le prestige construit pendant la transition démocratique s'érodait. Paradoxalement, la popularité de Sofia augmentait. Elle était perçue comme la victime silencieuse, la figure digne dans la tempête. Les sondages la plaçaient comme la membre la plus respectée de la famille. Mais l'institution ne pouvait plus absorber les chocs. Le 2 juin 2014, Juan Carlos annonça son abdication. Après 39 ans de règne, il cédait le trône à son fils, Felipe VI. La cérémonie du 18 juin 2014 au Palais Royal de Madrid aurait dû être un moment de reconnaissance. Elle révéla une distance glaciale. Juan Carlos embrassa son fils, ses petites filles, puis se tourna vers Sofia. Il lui offrit un geste bref, presque administratif. Pas d'étreinte, pas de regard prolongé. Même dans ce moment final, il ne lui offrit pas la chaleur qu'elle avait donnée toute sa vie. Sofia sourit, toujours. Avec l'abdication, elle perdit son rôle central. Elle devint reine émérite. Laetitia devint reine consort. Une nouvelle ère commençait. Mais la blessure la plus publique restait à venir. Pâques 2018, la cathédrale de Palma de Majorque. La famille royale sortait de la messe traditionnelle. Les caméras étaient là. Les photographes attendaient. Sofia s'approcha de ses petites filles, Léonore et Sofia. Elle posa pour une photo spontanée de grand-mère fière. Laetitia intervint. Dans une vidéo devenue virale, on la voit se placer devant l'objectif, bloquer la prise de vue, retirer la main de Sofia de l'épaule de la princesse Léonore. Puis le moment le plus douloureux, la jeune Léonore repousse la main de sa grand-mère. Le visage de Sofia se fige. Ce ne fut pas seulement une dispute familiale, ce fut un symbole. La reine du passé était repoussée par la génération suivante. L'Espagne se divisa. Certains défendirent Laetitia. Beaucoup prirent le parti de Sofia. À son apparition publique suivante, elle reçut une ovation, mais le message était clair. Elle n'était plus au centre. Les enquêtes financières sur Juan Carlos s'intensifièrent. Des millions d'euros dissimulés à l'étranger, des comptes offshore, des cadeaux controversés. En mars 2020, Felipe VI prit une décision historique. Il renonça à l'héritage personnel de son père et supprima son allocation publique. C'était un acte de rupture. Puis 20 août 2020, Juan Carlos annonça qu'il quittait l'Espagne. Sofia ne fut pas consultée. Il partit pour Abu Dhabi.
Après près de 60 ans de mariage, la séparation devint physique. Elle resta à la Zarzuela. Il s'exila dans le désert. Pour la première fois, le palais fut silencieux. Août 2020 changea la géographie intime du cœur de Sofia. Lorsque Juan Carlos monta dans ce jet privé à destination d'Abu Dhabi, il ne quittait pas seulement l'Espagne. Il quittait 60 années d'une vie partagée, aussi brisée fut-elle. Il laissait derrière lui un palais rempli d'échos. Pour la première fois depuis 1962, Sofia était seule à la Zarzuela, seule officiellement. L'aile du roi devint silencieuse. Les allées et venues constantes des conseillers, des amis, de ce que certains appelaient la cour parallèle, cessèrent. Le tumulte qui avait accompagné la vie de Juan Carlos s'évanouit, mais le silence n'est pas toujours une victoire. Juan Carlos, l'homme qui avait toujours cherché la liberté et le mouvement, se retrouva dans une suite luxueuse à Abu Dhabi, entouré de personnel, isolé du pays qu'il avait gouverné, coupé des arènes, des régates, des cercles madrilènes. Sofia, elle, choisit de rester. Elle resta dans les jardins qu'ils avaient parcourus ensemble, dans les pièces où ils avaient élevé leurs enfants, dans les couloirs où elle avait pleuré après Tolède, après Botswana, après tant d'humiliations. Chaque pièce contenait une mémoire. Elle construisit une routine pour ne pas se laisser engloutir par le vide. Sa sœur Irène demeurait son pilier. Les deux femmes, vieillissantes, partageaient leur repas devant la télévision, parlant grec, anglais, allemand. Elles étaient redevenues deux sœurs plus que des princesses. Mais le temps ne fait pas de concessions. Les rumeurs sur la santé d'Irène commencèrent à circuler. Déclin cognitif possible, fatigue, fragilité. Pour Sofia, perdre sa sœur serait perdre son dernier refuge émotionnel. Puis, en janvier 2023, survint un choc plus brutal encore. Son frère cadet, Constantin II de Grèce, mourut à Athènes. Constantin n'était pas seulement un ancien roi déchu, il était son compagnon d'exil, le témoin de son enfance bouleversée. Le seul à comprendre instinctivement la sensation d'avoir vu son monde s'effondrer à 2 ans. Aux funérailles, la famille espagnole fut réunie brièvement. Juan Carlos arriva d'Abu Dhabi, visiblement affaibli. Felipe et Laetitia étaient pas présents, les infantes également. Ils se tenaient proches mais séparés. 2 statues d'un passé révolu. À l'extérieur de la cathédrale orthodoxe, quelque chose d'inattendu se produisit. Des Grecs, pourtant républicains depuis des décennies, commencèrent à scander son prénom. Sofia, Sofia, pas pour la reine d'Espagne, pour la princesse grecque. Ce fut un moment de validation intime. Après une vie passée à être étrangère en Espagne, elle était accueillie comme une fille du pays. Mais le retour à Madrid fut silencieux. En septembre 2022 déjà, un autre événement avait exposé la complexité de sa situation. Les funérailles de la reine Élisabeth II à Londres. Le protocole exigeait que Juan Carlos et Sophie soient assis côte à côte. L'image fit le tour du monde. Elle, impeccable en noir. Lui, affaibli, parfois distrait. Elle ne lui offrit pas son bras. Elle ne l'assista pas physiquement. Elle était présente par devoir, pas par attachement. Mais la blessure la plus silencieuse vint en octobre 2023. La princesse Léonore, sa petite fille, atteignit 18 ans et prêta serment à la Constitution devant le Parlement espagnol. Moment historique, moment dynastique. Sofia n'était pas présente à la cérémonie officielle. La décision fut stratégique. Présenter Léonore comme un nouveau départ, détaché des scandales du passé. Mais pour Sofia, ce fut un coup discret. Elle avait consacré sa vie à protéger l'institution pour que ce jour puisse exister. Et elle le regarda depuis l'ombre. Plus tard, lors d'une réception privée, elle fut présente. Juan Carlos fit un passage éclair depuis son exil. Le message était clair. L'histoire devait s'effacer pour que l'avenir brille. Aujourd'hui, Sofia approche la fin de sa 9e décennie. En avril 2024, elle fut hospitalisée brièvement pour une infection urinaire, une fissure rare dans son image de solidité. À sa sortie, elle sourit, comme toujours. Elle continue ses engagements. Les banques alimentaires, les causes environnementales. Elle refuse la retraite. Parce que pour Sofia, cesser d'agir serait admettre que le rôle est terminé. Et toute sa vie a été définie par le rôle. Alors que le soleil se couche sur Madrid et que les jardins de la Zarzuela se vident, une question demeure. Était-ce que cela en valait la peine ? Elle a sacrifié sa religion, sa langue, sa jeunesse, son amour, sa fierté. Elle a absorbé les chocs pour que la monarchie ne se brise pas. Certains diront qu'elle a soutenu un système patriarcal qui l'a broyée. D'autres diront qu'elle fut le ballast du navire,
empêchant le chavirement. L'histoire, probablement, retiendra sa dignité. Juan Carlos sera associé aux éléphants, aux comptes offshore, aux controverses. Sofia sera associée au silence, à la retenue, à la loyauté. Lorsqu'elle entre aujourd'hui dans une salle de concert, les applaudissements sont sincères. Pas pour le pouvoir, pour la constance. Dans un monde où tout s'effrite rapidement, elle est restée. Elle demeure ce qu'elle a toujours été, un mystère enveloppé d'un sourire. Lorsque le tumulte médiatique se dissipa progressivement après l'exil de Juan Carlos, une autre réalité s'imposa, le silence durable. Pendant des décennies, la vie de Sofia avait été définie par le mouvement, crise, scandale, protocole, apparition publique, sourire stratégique. Maintenant, le rythme ralentissait. Les urgences se faisaient plus rares. Les polémiques concernaient davantage le passé que le présent. Mais le silence est une forme d'épreuve. À la Zarzuela, les pièces sont vastes, les couloirs longs, les jardins impeccablement entretenus. Pourtant, un palais sans tension constante peut devenir un lieu de réflexion. Et la réflexion peut être douloureuse. Pour la première fois depuis très longtemps, Sofia n'avait plus à protéger son mari. Il n'était plus là. Il n'y avait plus d'escapade à couvrir, plus de maîtresse à ignorer, plus de scandale à absorber en silence pour préserver l'institution. Il n'y avait plus que l'histoire et les souvenirs. Elle demeurait présente lors des grandes cérémonies d'État, mais toujours un pas en arrière. Felipe VI et Laetitia occupèrent désormais le centre. La monarchie s'était modernisée. Communication plus contrôlée, transparence financière accrue, image plus réduite, plus sobre. Sofia observait. Il existe une photographie prise lors d'un concert caritatif à Madrid en 2021. Elle y apparaît assise seule, droite, attentive, les mains croisées sur ses genoux. Ce n'est pas une image spectaculaire, mais elle résume une vie entière. Présence discrète, maîtrise émotionnelle, endurance. La relation avec Laetitia demeurait complexe. Après l'incident de Pâques 2018, les apparitions communes furent plus mesurées. Le protocole limita les interactions spontanées. Les gestes furent calculés. Mais le temps, encore une fois, joua son rôle. Léonore grandissait. La future reine était désormais engagée dans une formation militaire, comme le veut la tradition pour un héritier. Philippe et Laetitia façonnaient une image de continuité, mais aussi de rupture avec le passé. Sofia comprenait le message. Pour que Léonore incarne une monarchie renouvelée, il fallait que l'ère Juan Carlos appartienne définitivement à l'histoire. Et avec elle, une partie de l'identité publique de Sofia. Elle n'était plus la reine consort. Elle n'était plus l'axe central. Elle devenait mémoire vivante. Ce rôle est subtil. Il consiste à être visible sans dominer, à soutenir sans influencer, à exister sans perturber. Sofia s'y adapta. Elle intensifia ses activités caritatives. Elle visita des centres d'aide alimentaire pendant la pandémie. Elle participa à des campagnes environnementales. On la vit ramasser des déchets sur des plages. Geste simple mais symbolique. Certains commentateurs notèrent une évolution dans son regard. Moins de tension, moins de rigidité. Peut-être parce que la bataille principale était terminée. Pourtant, une question persistait. Ressentait-elle une forme de regret? Elle avait eu, à Madras, l'occasion de partir. Elle avait eu, en 1975, l'opportunité de redéfinir sa trajectoire. Elle était restée. Était-ce par conviction, par peur, par loyauté, par conditionnement? Peut-être un mélange de tout cela. Il est tentant d'analyser sa vie à travers le prisme du sacrifice. Mais il serait simpliste de la réduire à une victime. Sofia n'était pas passive. Elle choisissait le silence. Elle choisissait la retenue. Elle choisissait la continuité. Il existe une forme de pouvoir dans l'endurance. Dans une époque marquée par les ruptures publiques, les déclarations fracassantes et les divorces spectaculaires, elle incarna l'opposé. Elle incarna la permanence. Et cette permanence permit à la monarchie espagnole de traverser des tempêtes qui auraient pu la renverser. Aujourd'hui, lorsque Juan Carlos revient brièvement en Espagne pour des visites privées, les images sont révélatrices. Ils apparaissent parfois à quelques mètres l'un de l'autre. Politesse formelle, distance claire. Il n'y a plus de drame, il n'y a plus de scène. Il n'y a qu'un long passé partagé. Dans les entretiens rares où des proches évoquent Sofia, un mot revient souvent. Discipline. Elle ne se définit pas par la revanche. Elle ne cherche pas à réécrire l'histoire. Elle avance. Les années récentes ont aussi été marquées par la conscience aiguë du temps. La disparition de figures de sa génération
Élisabeth II, Constantin II, a réduit le cercle de ceux qui partagent de son expérience unique, celle d'avoir été jeune princesse dans une Europe monarchique encore dense, puis témoin de sa transformation radicale. Elle appartient à une époque qui s'efface. Et peut-être est-ce là le dernier sacrifice qu'exige la couronne, accepter l'invisibilité. Pour Léonore de Briey, Sophia doit s'estomper. Pour que la monarchie paraisse moderne, elle doit apparaître comme héritage, non comme centre. Ce rôle demande autant de force que celui de reine consort, car il implique de renoncer à la scène sans renoncer au devoir. Dans les jardins de la Zarzuela, aux heures tardives, on peut imaginer Sophia marchant lentement, accompagnée parfois d'Irène, parfois seule. Le bruit des fontaines, le parfum des arbres, le ciel de Madrid qui change de couleur. Sa vie aura été marquée par l'exil, la stratégie, l'humiliation, la dignité. Elle aura traversé la guerre, la dictature, la transition démocratique, les scandales financiers, l'exil d'un roi. Elle aura survécu à tout. Mais survivre n'est pas toujours synonyme de triomphe. C'est parfois simplement continuer. Ils disent que le temps apaise les blessures. Dans les maisons royales, le temps ne guérit pas. Il transforme les blessures en cicatrices invisibles, dissimulées sous les étoffes officielles et les sourires appris. Nous avons suivi Sophia depuis les oliveraies bombardées de son enfance jusqu'au salon silencieux de la Zarzuela. Nous l'avons vue fuir la guerre, renoncer à sa foi, abandonner sa langue, s'installer dans un pays étranger pour servir une couronne qui n'était pas la sienne. Nous l'avons vue soutenir un mari fragile, puis glorifié, puis déchu. Nous l'avons vue absorber l'humiliation pour préserver une institution. Mais que reste-t-il lorsqu'on retire le trône, les cérémonies, les caméras? Il reste une femme qui, à 2 ans, apprit que les palais peuvent disparaître du jour au lendemain. Une femme qui comprit très tôt que la sécurité n'est jamais garantie. Une femme qui choisit de ne pas pleurer en public. Sophia n'a jamais donné d'interview révélatrice. Elle n'a jamais publié de mémoires accusatrices. Elle n'a jamais dénoncé publiquement les infidélités, ni les humiliations, ni les exclusions. Son silence fut sa stratégie. Ce silence fut parfois interprété comme faiblesse. Il fut en réalité une discipline absolue. Dans une monarchie parlementaire moderne, le pouvoir réel est limité. Mais l'influence symbolique est immense. Une crise conjugale publique dans les années 70 ou 80 aurait pu fragiliser la transition démocratique. Un divorce royal dans l'Espagne post-franquiste aurait été un séisme institutionnel. Sophia le savait. Elle resta. Certains historiens affirment aujourd'hui que la stabilité des premières décennies du règne de Juan Carlos doit autant à la prudence de Sophia qu'à la popularité du roi après 1981. Elle était le contrepoids. Là où il était expansif, elle était contenue. Là où il improvisait, elle planifiait. Là où il cherchait l'admiration, elle cherchait la continuité. Lorsque l'histoire jugera Juan Carlos, elle parlera de la transition démocratique, du 23F, mais aussi des éléphants du Botswana et des comptes offshore. Lorsque l'histoire parlera de Sophia, elle parlera d'endurance. Il existe une scène presque symbolique. Après l'exil de Juan Carlos, Sophia fut photographiée marchant seule dans un magasin à Majorque, masque sur le visage à cause de la pandémie. Aucun cortège spectaculaire, aucun apparat. Juste une femme âgée, regardant des parfums, avançant lentement. Elle avait gagné d'une certaine manière. Elle était restée. Mais la victoire est parfois froide, car être la dernière à se tenir debout signifie aussi regarder les autres partir. Son frère Constantin, la génération d'Élisabeth II, les illusions d'un mariage autrefois espéré. Aujourd'hui, la monarchie espagnole se concentre sur Léonore. La jeune princesse incarne l'avenir. Discipline militaire, discours maîtrisé, image moderne. Sophia observe à distance. Elle sait que la survie d'une institution exige parfois l'effacement volontaire de ceux qui l'ont maintenue. C'est peut-être le sacrifice final, l'invisibilité. Pendant des décennies, elle fut visible mais silencieuse. Aujourd'hui, elle est silencieuse et presque invisible. Et pourtant, lorsqu'elle entre dans une salle de concert, lorsqu'elle visite un centre humanitaire, les applaudissements ne sont pas protocolaires, ils sont sincères. Parce que les peuples reconnaissent instinctivement la constance. Dans un monde politique où les figures s'élèvent et chutent rapidement, elle a incarné la durée. Elle n'a jamais cherché à être héroïne. Elle a accepté d'être pilier. Et un pilier ne réclame pas l'attention, il soutient. Si l'on devait résumer sa vie en une image, ce serait celle d'une femme debout derrière 2 pas de distance, toujours légèrement en retrait, toujours présente,
Le monde a vu ses sourires, peu ont vu ses nuits. Mais l'histoire n'est pas seulement écrite par ceux qui crient le plus fort, elle est aussi façonnée par ceux qui endurent. Sophia de Grèce et d'Espagne restera peut-être comme l'un des derniers exemples d'une royauté forgée dans la retenue plutôt que dans l'exposition. Un mystère enveloppé d'un sourire, et peut-être, au fond, une leçon silencieuse. Le pouvoir véritable n'est pas toujours dans la lumière, il réside parfois dans la capacité à rester debout quand tout vacille,